On est en compagnie de Laurent Géronimi. Bonjour Laurent. Bonjour Fabrice. Directeur de la gestion taux et diversifiée chez Swiss Life Banque Privée. Laurent va s'intéresser à ce qui se passe sur le pétrole. On verra le lien dans un instant avec les taux. Le pétrole qui poursuit son plongeon. On connaît les causes, évidemment, cet accord de l'OPEP sur la réduction de la production, mais qui a du mal à être respecté, enfin qui est respecté, mais le Nigeria, la Libye sont hors de l'accord. Et puis le schiste américain qui est en plein boom, évidemment. Alors, vous n'êtes pas spécialiste du pétrole, vous êtes plutôt spécialiste des taux. Ça a un effet, ce pétrole, parce que le pétrole, évidemment, ça a un impact sur l'inflation. On avait jusqu'ici un scénario de reflation. Est-ce que cette baisse, à nouveau, est très soudaine du pétrole, on est à moins 20% là en un mois, est-ce que ça ne remet pas en cause ce scénario de reflation, Laurent Géronimi? Ça fait partie des questions qu'on peut se poser. On est quand même dans un contexte économique mondial qui, aujourd'hui, est plutôt relativement porteur, même si aux États-Unis, on a eu une petite baisse de l'activité économique et donc une baisse de l'inflation. Tout ce qui est croissance réelle et inflation est en général corrélé. Le pétrole, je dirais, les sources d'inquiétude, comme actuellement nous sommes à des niveaux de volatilité très faibles, quelles que soient les classes d'actifs, en particulier donc sur les actions, ou quand on regarde le VIX, qui est l'indice donc de la peur, l'indice de la volatilité implicite sur le S&P 500, il est au plus bas historique, plus bas des plus bas. Ce sont des régimes qui ne sont pas tenables à long terme. Et quand on regarde aujourd'hui la pente des taux, c'est-à-dire l'écart entre les taux à long terme à 10 ans et les taux à court terme à 3 mois, à 1 an, on observe que cette courbe a tendance à s'aplatir. Donc il y a le geste de la Fed aux États-Unis, mais on voit également un aplatissement en Chine. D'où une crainte possible que finalement la croissance chinoise, elle, soit moins au rendez-vous que prévu. Sachant que la Chine est endettée, donc il y a un problème d'endettement en Chine, ça peut être une cause qui tout d'un coup soudaine, ce n'est pas du tout le scénario actuel, mais qui pourrait justifier, en plus donc de l'excès d'offres, de la situation aujourd'hui du prix du baril de pétrole. C'est un finalement des risques latents, sous-jacents du marché, c'est ça, qui n'apparaissent pas encore, sinon sur des signaux faibles? C'est ça, c'est-à-dire qu'actuellement, on dirait qu'on est à l'alignement des planètes. Les taux sont bas, il y a quand même un retour de la confiance politique en zone euro, une activité économique très forte en zone euro par rapport aux États-Unis. Aux États-Unis, quand même proche de la croissance potentielle, avec le taux de le plein emploi en comparaison du niveau de chômage. Bon, quel peut être aujourd'hui le facteur de risque qui peut faire dérailler ce train plutôt de bonnes nouvelles? Et effectivement, la Chine peut être un des facteurs. Donc pour vous, plus la Chine que le pétrole finalement? Ou ça peut s'additionner à un moment? C'est additionné. Donc cet excès d'offres, vous l'avez rappelé, ça, hormis des décisions politiques donc des producteurs, on ne peut rien faire. Par contre, je dirais un ralentissement chinois, la Chine qui patine, ça, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Bon, dans le même temps, vous l'avez signalé, l'Europe, ça va mieux, sous l'impulsion de notre tout nouveau président, Emmanuel Macron, qui était quand même dans la politique politicienne ces derniers jours. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a de grands espoirs justement sur cette réforme et même peut-être la redynamisation de l'Europe au niveau économique. Ça, c'est le facteur, je dirais, principal qui a entraîné finalement un regain de confiance en zone euro. Emmanuel Macron a conscience qu'il y a deux réformes prioritaires à faire en France, la libéralisation du marché du travail et puis ensuite la réduction des dépenses publiques. Et donc effectivement, et là aujourd'hui il a une majorité absolue à l'Assemblée nationale, il a annoncé durant sa campagne que la réforme du marché de l'emploi se ferait via ordonnance, donc ça peut aller très vite. Aujourd'hui, le marché repose sur ses espoirs, repose également à partir du moment où il y a de telles réformes en France, sur, je dirais, une complicité ou en tout cas une collaboration entre la France et l'Allemagne beaucoup plus forte que les années précédentes, effectivement, ça peut donner un gain, un boost à l'Europe. Surtout par rapport aux États-Unis où finalement, ça patauge un peu. L'administration de Trump a du mal à faire passer ces réformes, et sur la fiscalité des entreprises, et sur la santé, et sur les infrastructures. Donc d'un côté, finalement, un risque politique, en tout cas, qui s'est éloigné de l'Europe, ça a été salué par les marchés. De l'autre, effectivement, une certaine impuissance, on pourrait dire même ça, de M. Trump, qui a promis beaucoup de choses, mais finalement qui a très peu réalisé, et qui était lui-même empêtré dans des affaires il y a encore quelques semaines. C'est vrai, c'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, il y a beaucoup de déceptions sur l'administration de Trump, et
un des risques qu'on pourrait signaler dans ces marchés haussiers, compte tenu du niveau de valorisation des marchés américains, ça serait une crise interne aux États-Unis. On attend, bon, on ne pense pas qu'il se passe grand-chose durant l'été dans notre scénario. Par contre, le mois de septembre va être assez décisif, puisque c'est là que le Congrès devra prendre des décisions. Fait-il répond-il totalement aux promesses de baisse d'impôts de Trump, qui sont donc les 20% de baisse de la fiscalité sur les entreprises, ou le fait-il partiellement? Le marché, tant qu'il n'a pas une réponse négative, croit qu'il y aura une baisse de l'impôt sur les sociétés. Et donc aujourd'hui, on est quand même dans un climat porteur. Bon, climat porteur. Comment ça se traduit maintenant sur les marchés en termes d'allocation? Laurent, on se souvient qu'on a eu quand même ce très bon début d'année qui a été porté, on le disait, par un risque politique et un certain risque qui s'est éteint en Europe. Ça a fait revenir les flux, notamment, on l'a vu, très fort. On a l'impression que, là, que le marché, depuis quelques semaines maintenant, est plutôt à l'arrêt, est en train de se chercher. Certains disent qu'il faudrait même qu'il y ait une consolidation, qu'elle serait bénéfique. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai, mais en fait, on demeure avec les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des immenses sommes d'argent qui doivent s'investir. Et quand vous regardez la hiérarchie des rendements, on est quand même toujours à 0,25% sur le 10 ans allemand. Le taux américain à 10 ans est à 2,10%, alors que la Fed a enclenché quand même un cycle de hausse des taux et elle a parlé de la réduction de son bilan. Donc petit à petit, et la Banque Centrale Européenne va continuer sa politique d'achat d'actifs jusqu'à la fin de l'année. Donc petit à petit, vous vous déplacez vers les classes d'actifs de plus en plus risquées. Aujourd'hui, les actions européennes, avec la décote qu'elles ont par rapport aux États-Unis, avec un retour des momentum bénéficiaires, bon, finalement, c'est une classe d'actifs qui semble devoir être privilégiée. Donc cette hiérarchie, je dirais, des rendements entraîne mécaniquement un soutien des classes d'actifs dites risquées. Donc appétit pour le risque des investisseurs? Oui, alors jusqu'à quand? Vous voyez, on a parlé de la Chine, on a parlé d'une crise interne aux États-Unis, jusqu'à ce qu'il puisse y avoir un problème ou alors à un moment donné que la valorisation fasse peur. Mais actuellement, on ne voit pas de choc. C'est vrai que le marché patine. Le seul, je dirais, catalyseur à la hausse va être les mesures de l'administration Trump et effectivement, parallèlement, la mise en place, là aujourd'hui, de la politique d'Emmanuel Macron. Bon, on va suivre ça évidemment attentivement. Tiens, on revient un moment sur ce qu'a dit Janet Yellen justement lors du dernier FOMC. Le bilan de la Fed, cet énorme bilan de 4200 milliards qui ne va plus être roulé, mais justement assaini, enfin réduit. Qu'est-ce que ça change, vous qui êtes spécialiste des taux sur les marchés, quel impact ça peut avoir? Alors, c'est la question, c'est comment la Fed va-t-elle se débrouiller pour réduire son bilan? Parce qu'en gros, plus de 4 000 milliards de dollars à sortir des marchés, quel impact sur la liquidité? Quel impact sur le niveau des taux longs? Et puis, cette somme d'argent qui finalement a résulté de l'utilisation de la planche à billets par la Banque centrale américaine, elle ne correspond pas en partie à la création de valeur, à la création de richesse. Elle comprend à un effet mécanique de valorisation avec les taux qui étaient relativement bas. Donc ça veut dire que ça va prendre plusieurs années, c'est-à-dire que la Fed, on le voit, commence à faire remonter ses taux directeurs pour travailler sur les taux à court terme, et donc il faut qu'elle dose la remontée des taux longs. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas arrêter brutalement de racheter les emprunts d'État américains. Donc mécaniquement, pourquoi? Parce qu'elle doit toujours contrôler le niveau des taux longs, parce que les Américains, quand même, dans cette problématique de la réduction de la fiscalité des entreprises, et la problématique de la dette fédérale américaine qui est toujours sur un plafond. Donc c'est la problématique des recettes fiscales. Donc les taux longs doivent toujours être maintenus à des niveaux, je dirais, de progression contrôlée, pour des raisons de financement pour les Américains, mais également parce que s'ils remontaient trop brutalement, on pourrait avoir des fuites de capitaux des pays émergents vers les États-Unis. Et donc tous les pays exportateurs de pétrole pourraient souffrir de ça, la Chine pourrait souffrir de cela. Donc ça, c'est un point clé. Donc et de toute manière, ce type de réduction de bilan ne peut se faire que par action concertée des différentes banques centrales, puisque la Banque d'Angleterre est dans ce cas-là, la Banque centrale européenne est dans ce cas-là, la Banque du Japon est dans ce cas-là. Donc il y a quand même aujourd'hui, je dirais, une masse monétaire énorme qui est dans le bilan des banques centrales.
Le seul point positif de ce cadre-là, c'est qu'on est finalement au début d'un nouveau cycle d'innovation. Au niveau d'un nouveau cycle d'innovation sur la transition énergétique, même si les Américains se sont mis pour l'instant hors jeu de ce cycle-là. Et puis, il y a quand même des initiatives de certaines entreprises qui ont dit nous on continue, on reste et on suivra les objectifs. C'est vrai. Et puis on a une autre innovation d'un point de vue transition numérique qui tourne autour de tout ce qui est transition quantique, donc l'ordinateur quantique et puis la robotique. Et donc ce sont des étapes. Alors, l'Europe doit communiquer dessus, donc elle est bien sur la transition énergétique, bien qu'il n'y ait pas encore de leader européen dans ce cadre-là. Les Chinois vont aider à financer cette idée. Les Chinois aujourd'hui sont très en avance sur l'ordinateur quantique, avec les transitions quantiques. La robotique en Asie, le Japon, la Corée du Sud, mais également l'Allemagne est en avance là-dessus, 2e mondiale. La France 22e mondiale et l'Espagne 11e mondiale. Donc il y a des efforts à faire, au moins il faudrait une politique européenne cohérente dans ce cadre-là. Donc finalement le seul point positif que l'on voit dans cette réduction du bilan, c'est petit à petit de sortir ces liquidités, mais qu'elles puissent permettre de financer de la création de richesses, donc dans les innovations dont je viens de parler. Et les différentes transitions, donc énergétiques, quantique, numérique et robotique, hein, c'est bien ça. Absolument. Et on sait qu'effectivement, vous travaillez sur ces sujets également hein, en termes d'investissement. C'est vrai que ce sont de belles thématiques et souvent des sociétés qui progressent énormément. Hein. GAFA en tête, qui travaillent sur ces sujets. On a fait le tour, merci Laurent. On sait un petit peu plus, en tout cas, on est... En tout cas, le panorama, on l'a vu, s'élargissait, mais il reste quand même des contraintes. Hein, vous nous l'avez dit, attention à la Chine, attention aux États-Unis et pour l'été tranquille, mais danger peut-être à la rentrée. Vous reviendrez à ce moment-là et on verra ce qu'il en est exactement. Laurent Géronimi, merci. C'était avec nous, directeur de la gestion taux et diversifié chez Swiss Life Banque Privée. Dans un instant, la suite, c'est l'heure du morning trading. À tout de suite.